Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à ce troisième épisode de Au premier regard. Donc, un épisode où je fais une mise à jour un peu de Mixdeal, que je vous présente un jeu que je viens d'acquérir, puis que je vous parle un peu de mes premières expériences avec ce jeu-là, ma première impression en fait. Et aussi où je vous parle d'actualité, donc de Kickstarter qui m'intéresse, d'actualité dans le monde des jeux et également des fois de rabais comme aujourd'hui. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, on va commencer en présentant encore une fois le jeu. Donc, c'est ça, c'est lui que je vais vous donner ma première impression. Donc, aujourd'hui, il s'agit de Sword and Sorcery. Donc, moi, j'ai la version française et la version retail du jeu. Donc, j'ai l'acte 1 qu'on appelle donc les âmes immortelles. Et Sword and Sorcery, pour commencer, c'est un jeu de Dungeon Crawler. Vraiment, c'est vraiment ça qui le caractérise très bien. Donc, c'est un jeu d'aventure, Dungeon Crawl, où on va incarner un des différents sorciers. Donc, je pense qu'il y en a 6 qu'on peut incarner. Donc, quand même une bonne sélection de sorciers. Puis, c'est ça, dans le fond, on va les incarner à travers une aventure. Donc, dans la boîte de base, là, il y a 7 scénarios qu'on va passer à travers. Et en fait, ben, c'est une aventure. On prend des décisions, tout ça, ça influence les scénarios. On explore les donjons, on combat des monstres, on améliore notre personnage. Bref, un dungeon crawler assez classique. Donc la question c'est qu'est-ce que j'ai pensé de ma première expérience parce que j'ai joué le premier scénario. Donc c'est vraiment c'est tout ce que j'ai fait avec ce jeu-là. Et là je me suis pris des notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu. Donc on va commencer par parler des points positifs du jeu, de ce que j'ai apprécié parce que peu importe ce qu'on pense d'un jeu, et ça, je vais vous le dire à la fin, mon opinion personnelle. Roulement de tambour, un petit peu. C'est ça. Un petit peu de suspense. Il y a des points que j'apprécie, il y a des points que j'apprécie moins. Donc là, on va commencer par ce que j'ai apprécié. Donc, dans Sword and Sorcery, il y a le livre des secrets que je tiens dans mes mains ici. Donc, un livre avec une épaisseur pas pire. Puis c'est comme un journal un peu, dans lequel il y a justement des secrets. Il y a des parties de scénario qu'on ignore, des règles, des fois des ajouts de règles qu'on ignore, des choses comme ça. Puis tu as certains triggers dans la partie que quand ces triggers-là vont arriver, donc soit que tu vas croiser un événement que tu auras placé dans ton scénario au départ, ou soit encore que tu vas croiser là, des checkpoints un peu, que dès que tu arrives en ligne de vue, non pas que tu arrives en ligne de vue, mais dès que tu arrives sur la case de ces checkpoints-là, ça trigger un événement qu'il faut que tu ailles chercher dans le livre de compte. Cette partie-là est bien faite. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que tu as le livre d'histoire, donc qui est ici, qui est le livre de scénario. Et là, au début, quand j'ai commencé la partie, je trouvais ça un peu drabe parce que les livres de scénario, c'est ça, tu sais. C'est 2 pages pour un scénario. Comme là, est-ce que je vous montre? Non. Là, c'est des règles. Et voilà, ça, c'est le scénario d'introduction. Donc, c'est ça, le scénario d'introduction. Et, dans le fond, le texte, ici, le texte pour te mettre en situation et t'expliquer ce qui se passe, c'est le petit paragraphe qu'il y a là. C'est pas mal ça. Fait que j'étais un peu déçue. Fait qu'au moins qu'il y ait ça, qui fait en sorte que là, tu as un petit peu plus d'histoire à travers le scénario. C'est intéressant. Le fait aussi que ça va modifier ton objectif. En fait, au début du scénario, tu sais pas c'est quoi ton objectif. Dans le premier scénario que j'ai fait, là, parce que j'en ai fait juste un, on sait pas c'est quoi l'objectif, on sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on sait qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis qu'est-ce qui pourrait éventuellement nous faire perdre, mais c'est tout. Donc là, c'est ça. À travers le scénario, mais on passe à travers le livre des secrets, et là, il arrive des choses, des événements, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça bien. Donc, j'ai trouvé ça sympathique. Les personnages, tu les développes assez complètement, là, fait que les attributs, vraiment, les skills, tout ça, t'as comme une grande variabilité de ce que tu vas développer sur ton personnage, fait que ça aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans des dungeon crawl, jeux d'aventure, qu'on ait une liberté de développement de personnages et qu'on puisse faire, c'est ça, un peu de profondeur, tu sais, que ça soit pas juste, par exemple, un sorcier, puis rien d'autre, tu sais, que t'aies plus de viande autour de l'os. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Une autre chose que j'ai trouvé bien, il y a l'intelligence artificielle autour des monstres. Dans le fond,
quand il y a un monstre qui va apparaître sur le plateau, on va le piger dans une pige de monstre, ce qui a été préfait pour le scénario. Et là, ben, t'attribues une carte à quelqu'un. Fait que comme ça, tout le monde s'occupe d'un monstre qui techniquement devrait accélérer le jeu parce que là, tout le monde a juste techniquement un monstre ou deux à gérer. Puis là, quand il faut les activer, ben là, tu passes à travers une liste de questions. Donc, c'est très simple. Tu fact-check des choses. Donc, est-ce que la première question qu'il pose, est-ce que c'est vrai? Si c'est pas vrai, je passe à la deuxième. Si c'est pas vrai, je passe à la troisième. Donc, tu as des options. Et ça, c'est intelligent parce que comme ça te permet toujours de faire quelque chose. T'arrives à un moment donné à réussir à réaliser une action. Donc, j'aime bien ce petit mode-là. C'est pas le seul jeu qui l'applique. Là, si je me trompe pas, dans Midara, on va aller retrouver un petit peu ce type d'intelligence artificielle-là pour les monstres. Et c'est pas tout. C'est ça. C'est pas tout. C'est pas le seul jeu Midara et Sword and Sorcery. Mais c'est un système qui fonctionne bien, qui est bien intégré dans un jeu. Dans celui-là aussi. Une autre chose, comme c'est un dungeon crawl, ben, effectivement, tu vas avoir des tuiles que tu vas placer pour faire tes pièces. Et là, il n'y a rien de plus fatigant que les tuiles qui vont bouger tout le temps, puis là, tu vas perdre un peu ta configuration. Donc, dans Sword and Sorcery, c'est des tuiles, mais un peu style casse-tête. Donc là, ça fait en sorte, en fait, que ça bouge pas. Donc ça, c'est un positif. Et finalement, l'autre point positif, qui est comme assez pratique, c'est le résumé des règles que voilà. Donc, une grande page. Et là, il n'y a vraiment pas toutes les règles, on s'entend. Puis c'est écrit petit parce qu'il y a du stock. Donc, ça, c'était les points que j'ai trouvé, OK, c'est bien fait. C'est appréciable dans la partie. Plus ou moins, là, dans le fond, des points qui sont un peu neutres, ça dépend des gens. Les figurines, pour commencer, sont pas d'une qualité exceptionnelle. Ils sont pas à se jeter par terre. C'est une qualité correcte. C'est une qualité de comme, fallait faire des figurines, les voilà, ça fait la job, puis c'est ça, tu sais. C'est ça, j'ai la version retail. Je pense par exemple que c'était la même chose dans la version Kickstarter. T'sais, on est loin d'être dans le Awaken Realm, Cool Mini or Not. Donc, mais ils font la job. Ils font ce qu'ils sont censés faire, puis je pense que c'est correct comme ça. Le style artistique vient pas trop me toucher de ce jeu-là. Donc ça, c'est un autre point. Tu sais, ça fait très, je trouve, années 90 dans le style. Je sais pas si vous voyez un peu. Tu sais, puis oui, il y a les stéréotypes que l'armure de la fille, en fait, c'est une brassière puis une culotte en fer et voilà, elle est protégée de tout. Tu sais, c'est correct. Je suis pas quelqu'un que ça choque généralement. C'est juste, en tant que tel, le style... Viens pas me chercher, mais tu sais, encore là, c'est pas trop grave parce que de toute façon, tu sais, tu vas jouer avec tes figurines sur le plateau, ça c'est correct, tu sais, puis tu sais, c'est pas tant important. L'autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'extensions pour le jeu, ce qui fait en sorte que, ben, il faut que tu les achètes, tu sais. Et ils sont durs à trouver. Donc ça, c'est un autre truc, tu sais, tout dépendamment, si tu veux l'extensionner, ça peut être un point négatif. Si tu t'en fous de l'extensionner, ben, tu t'en fous, tu sais. Et là, on tombe dans les trucs que j'ai moins aimés du jeu Sword and Sorcery. Et on commence par le livre de règles. OK? Là, avant que je vous dise ce que je pense des règles, on va juste mettre quelque chose au point, là. C'est moi qui lis les règles à la maison pour tous les jeux, sans exception, et qui les explique tout le temps. À la maison, j'ai 250 jeux. Dans ces jeux-là, j'ai, par exemple, Mage Knight, j'ai Gloomhaven, j'ai Arkham Horror, tu sais, j'en ai des pas pires lourds, là, tu sais. Ça, c'est juste dans mes styles Dungeon Crawl parce que j'ai d'autres types de jeux. Fait qu'on s'entend que les livres de règles, ça me connaît, j'ai pas de misère, j'ai pas de problème avec les règles. Ça, je pense que ça a été le livre de règles le plus difficile que j'ai eu à lire pour plein de raisons. Difficile dans le sens... ça m'a pris beaucoup de temps à me motiver après la première page, comme passer la page où il explique à peu près le matériel, là. En fait, parce que ça c'est un autre point négatif, il n'y a pas d'image du fucking matériel. Il n'y en a pas d'image, fait que devine ce que c'est quand il y a 1 million de jetons. C'est un peu ça, tu sais, pas... Fait que ça c'est un point négatif. C'est lourd, c'est très très lourd. Puis je parle pas juste physiquement,
55 pages de livre de règles. Et le texte est très lourd à lire dans le sens que c'est pas évident à comprendre. Puis j'ai passé à travers une fois, ça a été correct pour jouer la partie. Je pense que mon expérience dans la lecture de règles fait que j'ai joué beaucoup de jeux semblables, fait en sorte que j'ai compris plus les mécaniques. Mais tout le long de ma lecture du livre de règles, je me rendais compte de à quel point c'était lourd puis à quel point c'était facile de comme rien comprendre de ce que tu lisais dans ce livre de règles-là. 55 pages de stock. Puis c'est expliqué d'une drôle de façon, tu sais, c'est pas bien ordonné selon moi. Oui, ils ont fait un petit classement, là, donc là, t'as les règles là, comme de placement, là, de bonhomme, là, de monstre, puis ils ont fait un petit classement par couleur, tu sais. Fait que ça, c'est cute, là, sur la bordure, vous voyez, ça c'est rouge, là, ici, il y a du bleu, tu sais. Fait que ça, c'est cute. Mais dans le fond, tu sais, ils commencent à t'expliquer, mettons, des règles vraiment très très pointues avec des principes que tu n'as pas encore vus dans les règles que tu vas voir plus tard. T'sais, on dirait que tout est inversé pour ta compréhension. Tout ce qui est simple est beaucoup plus compliqué que ce que ça devrait. Ce qui est simple puis ce que tu devrais comprendre assez facilement, il y a des paragraphes entiers. Tu perds un peu ton temps à lire ça parce que techniquement, tu n'en as pas besoin. Puis ce qui est compliqué, ce qui est complexe, que tu aurais eu besoin de plus de description, non seulement c'est pas dans les exemples, mais souvent c'est comme 2 phrases, tu sais, dans toute la page de règles qui parle de ça. Et là, 54 pages de règles, on s'entend qu'il y a des points de règles et des points de règles et des points de règles et des points de règles à se souvenir pour jouer au jeu. Donc, au moins, ils ont fait un sommaire, ce qui était gentil, tu sais, 2 pages de sommaire. Je pense que j'aurais aimé que ça soit plus complet comme sommaire, mais au moins, tu sais, t'as ça. Ce qui fait en sorte que ça facilite un peu, parce qu'on s'entend que ta première partie de Sword and Sorcery, tu passes ton temps, le nez, dans le livre de règles, à faire « Ah, ben ça, je pense que je sais comment ça joue. » Puis là, t'arrives finalement, puis tu fais comme hey, « je pense qu'il va falloir que je retourne vérifier. Est-ce que c'est vraiment ça? Ah, ok, fait que c'est comme ça qu'on fait. » Puis là, tu continues à jouer, puis là, 2 secondes plus tard, t'as un autre questionnement, tu retournes dans le livre de règles. Ce que j'imagine devient mieux avec le temps. Mais ça a vraiment été fastidieux à apprendre et c'est un problème que je rencontre pratiquement jamais. Là. En fait, c'est le premier livre de règles qui me fait ça. Là. Puis on s'entend, j'ai passé à travers Mage Knight, là, qui est pas... Vladash Vatil aussi aime beaucoup ça, aller dans tous les détails. Là. Puis, en fait, je pense que de ce point-là, je trouve que ça le nuit un peu à la fluidité de ma première game. Pourtant, j'étais bien prête. Là. J'avais même été voir des vidéos après pour être sûre, tu sais, qu'on s'aligne bien. Fait que ça le nuit à ma fluidité puis mon appréciation, je pense, de ma première game, de devoir tout le temps être dans le livre de règles. Et à chaque fois, c'est fastidieux parce que c'est pas super bien classé. Fait que là, ben, tu recherches. Puis tu sais, je peux pas m'empêcher de me demander à la fin de ma première game, est-ce que j'ai bien joué le jeu, t'sais? Est-ce que j'ai joué ça tout croche puis j'ai pas respecté aucune règle? Ça se pourrait, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose que j'apprécie moins, là, en fait beaucoup moins, c'est son gros point négatif. Puis, il donne l'impression, ce jeu-là, d'être tellement complexe, quand il pourrait être tellement plus simple pour la même chose, tu sais. Des fois, on fait des jeux complexes parce que on veut justement, tu sais, que ça soit complet, que vraiment, tu sais, que les points de règle, ça fasse du sens, que ça soit thématique, que, tu sais, vraiment, on ait du stock, et c'est appréciable, tu sais. Mais lui, pour un exemple, il fait 4.1 sur 5 de complexité sur Board Game Geek, quand je pense qu'il aurait facilement pu être un 3, et ce qui l'aurait rendu plus accessible et plus appréciable pour plus de joueurs. Mais c'est mon avis personnel par rapport à ça. Tu sais, pour comparatif, il fait 4.1 sur 5 de complexité de lourdeur de jeu. Gloomhaven en fait 3.8, puis Descent en fait 3.2, tu sais. Quand c'est des jeux qui sont comparables, tu sais. Fait que ça, je voudrais, c'est mon point majeur négatif. Puis c'est un point majeur négatif que je me dis, au fur et à mesure des parties, tu sais, ça va s'améliorer. Ça va être quelque chose, tu sais, c'est du travail au début, mais si tu y joues, tu sais, après ça, ben, tu vas les connaître, les règles, et tu auras peut-être moins besoin d'aller dedans. Je peux pas le savoir, malheureusement, j'ai joué une première partie, c'est pour ça que c'est ma première impression. Le jeu, à cause de ça, est beaucoup ce qu'on appelle fiddly. Tu as beaucoup de choses à manipuler, beaucoup de choses à savoir. Ce qui fait en sorte que le jeu est très profond.
Parce que tu as beaucoup de matériel qui va interagir dans le jeu, tu sais. Là, je vous montre, là, tous les tokens qui vont interagir dans ta partie. Donc, moi, je les ai rangés dans ce petit container-là. Mais tous les tokens, il faut que tu connaisses les points de règle, il faut que tu saches comment les utiliser, il faut que tu saches quoi faire quand tu arrives et tu les croises. Ça rend le jeu très fiddly, tu sais. Puis, une autre chose, dans le fond, l'autre point qui me dérange moins, là, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de viande, peut-être, dans la boîte de base. C'est sûr, j'ai pas la version Kickstarter. Kickstarter, eux autres, ils ont été gâtés. Là, je pense qu'ils ont eu toutes les extensions dans une boîte. Fait qu'eux autres, vraiment, tu sais, ils en ont eu pour leur argent. Mais Sword and Sorcery, c'est un jeu qui coûte autour de 110$, là. Et tu as 7 scénarios qui va te prendre entre 3 et 4 heures, tu sais, le scénario. Fait que, OK, tu sais. Mais tu as 7 scénarios. La rejouabilité tient dans le fait que tu vas les rejouer peut-être avec d'autres personnages et peut-être prendre d'autres décisions. Quoique j'ai pas l'impression que le decision making dans ce jeu-là a tant d'importance, mais encore là, j'ai joué un scénario, fait que je peux pas t'en dire. Fait que je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de viande. Autour de l'histoire aussi, tu sais, le livre des secrets va rajouter plus de narratif, parce qu'il y en a pas tant dans le livre des scénarios, mais pas tant que ça, tu sais. Fait que c'est pas un jeu axé très sur le gros narratif. Et mon petit dernier point, et encore là, ça c'est mon côté, tu sais, quand j'ai un jeu, je veux qu'il sorte, et si je veux qu'il sorte, je veux pas passer 50 heures à le placer. Et ça, c'est l'insert qu'il avait donné dans la boîte de base. Fait que, très solide. Là, c'est là que tu mets tes petites cartes, parce qu'il y en a des tas et des tas, les trucs de personnages ici, les cartes de monstres ici. Là, tu vas utiliser genre à peu près tous ces trays-là, dans le fond les 5 que tu vois là, pour ranger tes figurines. Et il va te rester lui pour ranger tous tes tokens. Et les différents tokens, ben c'est ça. Là, je les ai rangés dans une boîte parce que c'est ce qui est rentré dans la boîte. J'ai acheté ça chez Dollarama. Thank God. Fait qu'avec ça, le jeu est jouable. Sinon, imagine, il faut tout que tu sortes ces différents jetons-là. Là, je vais vous les montrer, mais je veux pas que ça sac le cœur non plus parce que j'ai pas le goût de ramasser ça. Fait qu'imagine, tu sais, avoir à ranger ça, chacun dans des blocs individuels, à sortir ça, mettre ça sur la table, tu sais. Fait qu'il faut juste que tu sois imaginatif. Mais comme ça, c'est pas le seul jeu qui demande ça, tu sais, puis il y a plein de bons jeux que ça arrive, ça me dérange pas tant que ça. Fait que c'était mon impression du jeu. T'sais, en gros, là, c'est que ta première partie de ce jeu-là te demande beaucoup de travail. Et comme j'ai joué juste une partie, je peux malheureusement pas dire si le travail que j'ai mis dedans était worth it. Parce que mon appréciation de ma première partie était un peu teintée de ça, là, de la complexité, de regarder dans les règles, me souvenir de tout ce que toutes les petites affaires faisaient, tout ça. Donc, l'appréciation était diminuée. Tandis que, par exemple, si je continue les parties et tout ça, puis finalement que je rentre dans l'histoire, parce que c'était correct, tu sais, l'histoire d'introduction, mais sans plus, tu sais, j'étais pas « Oh my God, faut que je joue ma deuxième partie », tu sais. Ben, ça se peut que, c'est ça, je pense que c'est un jeu, il va falloir que je donne plus de chance, il va falloir que j'y joue plus, malheureusement, puis je pense que c'est plus parce que dernièrement, j'ai été chanceuse, puis tous les jeux que j'ai reçus et joués, ça me donnait tout le temps le goût d'en découvrir plus. Celui-là, c'est malheureusement pas le cas. Ce qui n'empêche pas que je vais rejouer. On dirait que je suis juste moins énervée d'y rejouer. C'est moins quelque chose là, de pressant. Mais je vais y rejouer. Et comme là, ma critique est pas super sur le jeu et que peut-être que c'est un jeu fabuleux, tu sais, je le sais pas, c'est ma première partie, d'où le fait que c'est ma première impression. Ben, je vais y rejouer pour la peine. Je me fais un défi là, de finir la boîte. Et une fois que je vais avoir fini la boîte de Sword and Sorcery, je vais vous donner ma critique complète du jeu. Donc, on va voir si ça change ou si, dans le fond, ça reste la même chose ou pire. J'espère que non, là. Mais c'est ça. Donc, c'était ma première impression d'aujourd'hui, un peu plus longue que les autres. Mais c'est ça. Je me disais, tu sais, c'est important que j'aille dans les détails, puis autant dans ce qui est bon de ce qui l'est moins, tu sais. Puis ouais, tout ce que j'ai dit, par exemple, tu sais, ça peut facilement être corrigeable. Tu sais, parce que c'est compliqué, c'est lourd d'approche. Mais ça, c'est des choses qui peuvent facilement se corriger avec le temps. Donc, j'espère juste que ça va arriver, tu sais. Donc, on passe à la deuxième catégorie, qui est ce qui est nouveau avec Mixed Deal. Donc, ce qui est nouveau avec Mixed Deal, en fait, hier, j'ai fait quelque chose de nouveau, vu que c'était une journée fériée. Puis je me suis dit, je pourrais faire ça dans les journées fériées, prendre ça plus relax.
et faire un streaming live d'une présentation d'un jeu format digital. Donc hier, j'ai fait ça avec Tainted Grail. Donc, Tainted Grail version digitale. J'ai joué la première partie de la campagne, de l'exemple de campagne de 3 heures qui est disponible dans le Early Access avec les gens sur Twitch. Donc, c'est disponible sur YouTube à partir de maintenant. En fait, j'ai fait concorder la sortie avec le live. Donc, vous pourrez aller voir ça après si vous voulez. C'était bien le fun. J'ai bien aimé mon expérience. Super bon jeu. C'est ça. Sinon, j'ai sorti cette semaine, mardi, la première partie de mon top 9 interactif. Donc, c'est un top 9 interactif, puis c'est pour ça que si vous allez sur la page Facebook, vous allez voir là, qu'il y a un vote à faire. C'est que, dans le fond, vous devez voter à la fin de mon top 9 pour quelle vidéo vous voulez que j'explique, dans le fond, que je fasse plus en profondeur par rapport au jeu que j'ai présenté. Donc, vous irez voir ça. La vidéo est disponible sur YouTube et on peut voter directement dans les commentaires ou encore voter sur la page Facebook. Puis, je le fais en 3 parties, donc il reste 3 autres parties. Ce qui m'amène à dire que la semaine prochaine, ce ne sera pas mon top 9 que je vais faire parce que, oh my god, j'ai reçu un jeu que j'attendais depuis 2 ans. De ma compagnie préférée, je l'ai reçu avant hier. Vous voyez les étoiles dans mes yeux. Donc, j'ai filmé le unboxing parce que c'était un all-in que j'ai fait sur un Kickstarter. Donc, la boîte était gigantesque, elle faisait toute ma table. Donc, j'ai filmé le unboxing de ça et c'est de lui que je vais donner ma première impression la semaine prochaine. On va voir si je l'ai aimé ou pas. Ça regarde bien. Et probablement que c'est lui aussi qu'on va jouer la semaine prochaine sur TTS Test. Donc, ça va être ça qu'on va sortir mardi prochain, cette vidéo-là. Sinon, dans le fond, vendredi, je sors une podcast que j'ai faite avec Jonathan Hudon. Puis c'est drôle, on parle justement des jeux d'aventure et c'est quoi notre top 5 dans ces jeux-là? Aventure Dungeon Crawler, parce que c'est un style de jeu que j'aime vraiment beaucoup et lui aussi. Donc, ça sort demain à 4h. Et parlant de mes podcasts, en fait, je recrute parce que je me suis rendu compte en faisant Mixed Deal que c'est super le fun de faire des podcasts. Avec mes amis, tout ça, mais j'aime aussi ça en faire avec des gens que je connais pas pour jaser un peu des... Tu sais, par exemple, si vous êtes créateur de jeux, si vous êtes juste de gros fans de jeux puis que vous voulez aborder un sujet en particulier, tu sais, en fait, c'est ça la podcast, c'est qu'on va discuter de n'importe quoi. Donc, faites juste m'envoyer un petit message. Moi, j'aime ça, découvrir des gens, découvrir des choses dans les jeux aussi. Donc, c'est ça, je suis ouverte à tout et je trouvais ça intéressant de lancer une invitation at large comme ça. Donc, vous pouvez me contacter par message privé sur ma page Mixed Deal si vous seriez intéressé. Puis vous allez voir, c'est vraiment pas très stressant à faire. C'est vraiment très relax. Sinon, autre grande nouvelle, la Grande Messe reprend avec Balado Ludique le 5 juillet prochain. Et j'ai la chance en fait de faire partie des chroniqueurs de la Grande Messe avec les trucs de Sophie, qui va être ma chronique. Donc, ma chronique reprend, elle, le 12 juillet prochain. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. En fin de semaine, on joue à Nemesis sur Tabletop Simulator. Et après ça, en fait, après notre partie sur Tabletop Simulator, j'ai toujours une podcast en collaboration avec Elsa de Ludipsy. Donc, cette semaine n'est pas différente. Vous allez pouvoir assister à ça également. Et autre nouvelle, je ne sais pas si mon son sonne bien aujourd'hui, mais j'espère. J'ai un nouveau micro. Bref, je suis contente. Je vais juste vous le montrer, c'est tout. Et voilà. Et là, on passe à la section nouveautés / Kickstarter / rabais parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de choses vraiment intéressantes à vous parler. Donc, je partage mon écran. Et ça sera pas bien long. Je vous partage ça et on part. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde des jeux. Je m'excuse, ça sera pas bien long. La magie du direct en direct. Et voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les Kickstarter. Je vais juste vérifier une petite affaire sur mon streamer avant. Parfait. Donc, un Kickstarter qui est intéressant aujourd'hui, qui est sorti cette semaine, c'est Role Player Adventure. Pour ceux qui ont joué à Role Player, qui est un jeu de création de personnages de RPG, mais avec des dés. Et c'est un peu un casse-tête dans le style Sagrada, mais là, on se crée son personnage avec ses stats. Donc, un jeu qui est super bon. D'ailleurs,
Pardon, j'ai fait une vidéo en 2018 qui expliquait le jeu. Donc, vous pourrez aller voir ça sur la chaîne YouTube si vous voulez voir. Mais là, ils ont créé le Role Player Adventure où là, ben, ça va être un jeu justement d'aventure. Moi qui aime ça, déjà, ça m'attire grandement. Donc, c'est super intéressant. Et non seulement, mais il y a plein d'aventures. Les choix vont avoir des impacts sur, dans le fond, tout ce qui va se passer à travers le jeu. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir importer, là, je pense que c'est Stretch Goal, vous allez pouvoir importer vos personnages, si jamais vous voulez, de Role Player directement dans Role Player Adventure. Fait que dans le fond, moi, je visualise ça. Là, tu te fais une partie de Role Player, puis après ça, tu prends ton personnage, puis tu l'importes dans Role Player Adventure, puis tu joues avec. Moi, je trouve ça vraiment awesome. Par contre, Role Player, il est vraiment pas nécessaire pour jouer à Role Player Adventure. Fait que si jamais t'as pas ça, mais eux autres fournissent des personnages, puis that's it, là. C'est juste ce petit côté-là là, que t'as pas, mais c'est vraiment pas tant important que ça. Il y a 12 livres d'histoire différentes à accomplir. Bref, moi, je trouve ça vraiment awesome. La seule chose qui est peut-être un peu moins intéressante avec ce jeu-là, c'est le prix. Dans le fond, là, il est comme 100$ US pour Role Player Adventure. Et 135$ US si tu ajoutes la petite extension qui va te donner des backstories différentes pour ton bonhomme. Fait que je pense qu'il y a plein de backstories. Fait que ça va te donner plus de profondeur un peu sur ton personnage que tu vas jouer. Versus si tu as juste Role Player, ben là, à ce moment-là, dans le fond, ben, ils te fournissent une carte de personnage. Et avec ta carte de personnage, ben là, tu as le backstory de ton personnage. Bref, c'est tout. C'est ce qui est différent. Donc, c'est Role Player Adventure. Il est encore là pour une 20aine de jours parce qu'il vient vraiment juste de commencer. Donc, si vous êtes intéressé. Un jeu que je trouvais cute, c'est Shelfie Stacker, qui vient de sortir lui aussi sur Kickstarter. 1 à 4 joueurs, 30 minutes, ça a l'air d'être un petit jeu. Le but étant de créer un Shelfie, dans le fond. Fait un Shelfie, c'est quoi? C'est qu'on prend une photo de notre bibliothèque de jeux là, pour la mettre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode. Mais eux autres, qui ont fait un jeu avec ça. Donc, tu essaies de créer ta bibliothèque la plus efficace, la plus belle possible pour gagner le plus de points. Je trouve ça vraiment cute. Il y a un système de petits magasins que tu allais chercher comme Azul, mais sans que ça fonctionne de la même façon qu'Azul. C'est juste le look que je trouvais qui ressemblait. Puis là, c'est ça. Tu fais ta petite bibliothèque, tout ça. C'est super, super style cartoon. T'sais. Un jeu léger. Puis c'est ça, ça a l'air bien sympathique. Vous pourrez aller voir ça. Shelfie Stacker, c'est ça? Shelfie Stacker. La seule chose que j'ai trouvé un peu rebutant, là, c'est le prix. Il est comme, ben, c'est correct. C'est pas la fin du monde. Il est genre 53$ canadiens. Fait que c'est juste que je trouvais que le jeu était peut-être un peu plus léger qu'un jeu d'une 50aine de dollars. Mais en même temps, le style est intéressant, il a de l'air cute, puis il s'est bien passé. Donc, je voulais vous le présenter. Sinon, je l'ai présenté dans mon au premier regard. Donc, Alice is Missing, le jeu RPG, là, dans le fond, silencieux qu'on fait par texto, où là, on développe nos personnages, tout ça, mais il n'y a personne qui parle, on fait juste se texter puis découvrir des indices, tout ça, où la création de personnages, l'imagination est vraiment très recommandée et favorisée dans ce jeu-là. Fait penser un peu, je trouve, l'histoire, ben pas l'histoire, mais comme le style de jeu à 13 Reasons Why. T'sais, on est des étudiants, notre ami disparaît, on essaie de comprendre ce qui se passe, finalement on découvre une histoire plus grande autour de tout ça. Fait que ça fait penser à ça, probablement qu'il s'est inspiré de ça à quelque part. Bref, il reste 3 jours, fait que je voulais juste vous le dire, in case of, que vous l'avez manqué. Pour ceux qui veulent la table gaming table à la maison, qui veulent pas dépenser des milliers de dollars parce que ça peut très vite être très cher, ben il y a ça présentement pour 32 jours sur Kickstarter de Nilo Gaming Table, là, qui est une table de jeu, justement, qui est convertible en table à manger. Donc, je pense qu'il fournit des genres de playmat, mais c'est ça. Je suis pas sûre que c'est en néoprène, par exemple. Mais il fournit des playmats. Et là, ben, tu peux jouer à plein de jeux là-dessus. Et après ça, ben, tu leur montres pour manger. Donc, c'est une version, je trouve, économique, ce qui permet à tout le monde d'avoir une gaming table à la maison. Tu sais, le prix, c'est comme 299 US, fait 408$ pour une table. Oui, c'est cher, 408$, mais pour une gaming table, c'est ce qui se fait d'abordable, je dirais. Fait que, puis en plus, il y a des accessoires que vous pouvez avoir, là, des dice holders, des porte-verres, des trucs pour tenir les cartes, faire en sorte que ça devienne une table à dîner aussi, étagère et plus. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont débloquer de plus, là.
Ça a l'air sympathique. Et bref, je voulais vous le montrer d'un coup que vous vouliez une addition pour votre salle de jeu. Donc, c'est ça. Et là, ben, ça m'a amené en fait à penser à ceux qui veulent quelque chose de peut-être un peu plus fancy et ou, en fait, les deux, ou sinon que vous avez déjà votre table de cuisine puis que ça vous tente pas d'investir dans le fond de changer votre table parce que vous l'aimez, mais que vous aimeriez ça avoir une gaming table aussi, mais vous n'avez pas de salle de jeu, vous jouez sur votre table de cuisine, bref, comme moi. Ben, à ce moment-là, il y a les Game Toppers qui ont fait leur deuxième campagne Kickstarter et qui sont en train de finaliser les pledges aux États-Unis. Ensuite, ça va être à l'international. Donc, c'est encore disponible en précommande. Donc, vous allez sur le site de Game Topper et vous pouvez aller précommander les pledges, là, en fait, là, les Game Toppers. Donc, c'est vraiment comme un top de gaming table qui vient fitter sur ta table de jeu. Puis qui te donne un gaming table. Et eux autres fournissent des playmats qui sont assez malades. Donc, les rebords sont super chics en bois. La table est profonde. Tous les rebords de la table, dans le fond, fait pour porter des cartes. Il y a des accessoires que tu peux acheter en plus. Donc, des porte-verres qui te fait aussi des tablettes pour mettre ton matériel. Entre autres, là, tu peux même mettre ton ordinateur. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, porte-verres, c'est ce que je disais. Tu peux avoir des dice trays. Tu sais, vraiment, le name it, tu peux l'avoir. Et il y en a dans tous les types de grandeur. Puis comme ça vient vraiment au-dessus de ta table et que ça fixe par tension un peu, ben ça fit sur n'importe quelle table. Fait que c'est facile de trouver un match pour chez toi. Puis ce qui est le fun après ça, c'est que ça se range bien. Donc ça se range dans un sac. Je sais pas si on voit là. Mais c'est ça. Ça se sépare en deux. Ça se plie, ça se range dans un sac. Tu as un sac pour ranger ton playmat. Fait que ça s'installe en 2 secondes. Puis ça se désinstalle super rapidement. Mais ça fait vraiment le look gaming table sur ta table. Là, assez chic. Là. C'est ça qu'ils utilisent d'ailleurs dans les conventions aux États-Unis. C'est les Game Toppers. Fait que bref. Mais là, on parle de quelque chose de vraiment plus dispendieux. Là, là on parle dans les 4 chiffres pour aller acheter ça là, avec tout le kit. Mais c'est ça. C'est disponible et moi je l'attends impatiemment. Je vous ferai mon review là, quand je le recevrai probablement dans le coin de septembre-octobre. On va souhaiter avec le COVID, ça a été un peu retardé. Puis parlant de précommande, donc Tanares Adventure qui est un autre jeu d'aventure que j'ai backé. Donc Tanares Adventure qui est une extension du jeu Arena de Contest, qui est un jeu player versus player où on s'affronte dans un arena, un jeu hyper tactique. Dans le fond, là, ils ont fait une extension parce que déjà dans Arena, tu avais une campagne. Mais là, ils ont fait une extension avec une campagne vraiment plus large. Là. Je vous dirais que la grosseur de la campagne fait un peu penser à Gloomhaven. Mais là, c'est pas un système de cartes, c'est un système de skill et de D20. Donc, c'est disponible lui aussi en précommande avec des figurines vraiment magnifiques. C'est une compagnie que j'aime beaucoup parce qu'ils sont super, dans le fond, proches de leur backer. D'ailleurs, ils n'étaient pas satisfaits avec la qualité des figurines qu'ils avaient fait pour Arena de Contest au début. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de scratch that, on réimprime les figurines, puis tous les backers, en fait, qui l'ont backé, qui ont déjà reçu le jeu de base, on va leur envoyer gratuitement ces figurines-là parce que la qualité de ce qu'on avait envoyé ne reflétait pas ce qu'on voulait, puis ils n'étaient pas affreuses, les figurines, là. Ils n'étaient pas parfaites, mais ils faisaient la job. Fait que, tu sais, ça démontre la qualité de ces créateurs-là. Là, ça, c'est... c'est très cher, mais c'est le all-in, là. Avec, en plus, les figurines peintes, mais bref, t'as plein de range, puis si tu veux juste te pogner à Arena de Contest, tu peux aussi. Fait que bref, je trouvais ça intéressant de vous le dire. Parlant de jeux d'aventure, aujourd'hui, en fait, Elle de la Saga, qui est de Mythic Games, donc les créateurs, entre autres, de Mythic Battle Panthéon, et aussi de Jeanne d'Arc, ont créé un jeu d'aventure viking qui va sortir, qui va être imprimé et sortir dans environ 1 an. Donc, le jeu est super beau. Eux autres sont connus pour faire des vraiment belles choses. Et ils ont fait, c'est ça, ils ont fait ce jeu-là. Ce qui est vraiment cool, c'est que il n'y a pas d'extension, il n'y a pas 1 million d'extensions que c'est nécessaire finalement, puis que ton pledge revient très cher. Donc, le jeu, là, l'aventure, elle, qui va être une grosse aventure épique dans le monde viking, fait, je trouve ça intéressant parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. En fait,
C'est 129 US de tout le jeu. C'est cher, mais c'est un jeu d'aventure. Et là, ben là, le reste, c'est des add-ons cosmétiques. Rien que tu dis, ah ben pour apprécier le jeu, je vais en avoir besoin. C'est vraiment juste des dés, des dice trays, playmat, un autre jeu pour te mettre dans l'univers des Vikings, un insert, un sac à dés, tu sais. Bref, vraiment rien de si exceptionnel que ça. Mais le jeu a vraiment de l'air solide. Moi, je l'attends avec impatience. Puis bref, si vous voulez le précommander, il est disponible. Et ce qui m'amène à une autre nouveauté, quelque chose qui est sorti cette semaine et qui est rendu dans les hotnets. Je voulais vous montrer juste parce que je trouvais ça cool. Il est dépassé les numéros 1 en ce moment. Le même Gloomhaven, il est en train de descendre drastiquement. Ben c'est Gloomhaven Jaws of the Lion. Jaws of the Lion, c'est quoi? C'est un Gloomhaven. Mais en fait, je sais pas si on vous montrer les images, ça peut être cool, là. On va montrer ça, par exemple. Donc, dans le fond, c'est une aventure qui se passe avant Gloomhaven. Donc, même si tu as le jeu, techniquement, c'est 25 scénarios que tu vas pouvoir jouer. Et là, ils ont enlevé beaucoup de complexité dans les règles. Ils ont vraiment simplifié. Tu n'as plus besoin de te casser la tête à chercher c'est quoi les tuiles qui vont ensemble. Ça prend pas 5 heures à monter. Ils ont fait un livre de scénarios. Donc, c'est là-dedans que tu vas jouer, un peu comme ils ont fait avec Stuff Fable, là. Donc, histoire de pluche. Donc, c'est ça, c'est pour ceux qui veulent jouer à Gloomhaven, mais veulent pas payer une fortune et veulent pas, dans le fond, se compliquer la vie trop. Donc, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Et ça va être disponible en précommande dans les magasins. Puis j'ai vu ça tournait autour d'une cinquantaine de dollars. Donc, c'est aussi un Gloomhaven qui est abordable. Donc, pour ceux qui voulaient pas s'embarquer dans la grosse histoire de 90 scénarios, là-dedans, il y en a 25 et simplifié. Sinon, ça remonte à mai, mais je trouvais ça intéressant pour les joueurs solo parce que moi, je l'ai. Ils ont créé un mode solo, dans le fond, qui a été updaté en mai et tu peux le downloader sur le site de Cool Mini or Not. Je suis tombée là-dessus tantôt, je trouvais ça intéressant, fait que je l'ai mis et voilà. Et là, la semaine prochaine, en fait, ce que je vais faire, c'est, parce que là, ça va être la fête du Canada, c'est que je vais streamer, mais là, une partie de Gloomhaven, justement, mais la version digitale, donc la version sur Steam. Parce qu'aujourd'hui, on est le 25 et il sortait un patch, une mise à jour pour rendre le jeu, entre autres, jouable en multijoueur en ligne. Mais en fait, là, il faisait juste comme la plus grosse patch qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et c'est encore en Early Access, fait que ça va être à peu près en septembre que là, la campagne complète va être disponible, mais jusque-là, vous avez vraiment des choses intéressantes qui sont arrivées aujourd'hui. Bref, je vais montrer ça la semaine prochaine. Et jusqu'au 9 juillet, il est à 25% de rabais sur Steam, ce qui fait en sorte qu'il est comme 20$. Fait que bref, ça vaut la peine. Et en jouant sur Steam tantôt, je me suis rendu compte que Tabletop Simulator aussi est genre à 50% de rabais en ce moment. Il est à 10,99$. Et ce qui m'a fait me rendre compte qu'en fait, il y a une tonne de jeux qui sont en rabais. Donc là, si je fais juste descendre, c'est pas tous des jeux de société, là, j'ai tapé Board Game, Scythe est à 50% de rabais. Donc, tu as Evolution, Dragon Castle, Axis and Allies, Ticket to Ride, Lord of the Waterdeep, Scythe, Carcassonne, Small World, Spirit Island, Sagrada, Istanbul, Raiders of the North Sea, Takenoko, Mystic Vale, Terra Mystica, Patchwork, Castle of Burgundy, qui sont tous en rabais sur Steam. Fait que si jamais tu aimes ça jouer à des jeux version digitale, c'est vraiment intéressant. Puis en plus, il y a un rabais que genre t'économises 6$ de plus à l'achat de quelque chose de 35$ et plus, là. Bref. Intéressant, allez faire un petit tour si jamais vous êtes intéressé justement d'acheter des jeux, là, c'est le moment. Et là, je me suis dit, hey, si c'est en rabais, là, ça devrait être en rabais sur les cellulaires aussi. Fait que j'ai été voir sur le App Store de mon Android. Et effectivement, il y a des jeux qui sont en rabais. Donc, il y a Japer, Istanbul, Love Letter, Steam, Rails to Riches, Ticket to Ride, This War of Mine, qui n'est pas un board game, mais c'est le jeu vidéo qui a inspiré le board game. Donc, il est en rabais en ce moment. Carcassonne, Terraforming Mars, Small World, Mystic Vale et Patchwork sont toutes en rabais pour l'instant. Donc, je m'excuse si je vous fais dépenser de l'argent. Je trouvais juste ça intéressant. Et cette semaine, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un Game of Thrones, dans le fond, le jeu de société version digitale pour pouvoir jouer avec ses amis à travers le monde. Je trouvais ça vraiment intéressant, comme c'est un jeu que j'aime beaucoup.
Donc, je voulais juste vous le dire. Et en cherchant sur Steam, je me suis rendu compte aussi que Wingspan va sortir cet été, version digitale. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça va plaire. Donc, je voulais vous le dire. Et en mai dernier, c'est ça en mai? Non, c'est en mai. Il y a Blood Rage qui est sorti version digitale, je ne savais pas. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est disponible sur Steam. Il n'est pas en rabais, par exemple. Il est 25$. C'est pas si cher que ça. Et bref, j'en avais parlé dans mon premier, mais Nemesis Distress, ça s'en vient. Donc, Nemesis version jeu vidéo. Donc, éventuellement, il va sortir la alpha. Et à ce moment-là, je vous ferai faire un tour comme j'ai fait avec Tinted Grail la semaine passée. Parlant de Tinted Grail, justement, si je l'ai présenté cette semaine, en fait, c'est parce qu'il est sorti la semaine passée en version Early Access. Donc, il est 28,99$ pour ceux qui n'ont pas backé le jeu. Si vous l'avez backé, mais vous l'avez gratuitement. Donc, si vous ne savez pas comment l'avoir, contactez les créateurs du jeu. Là, ils vont vous expliquer comment avoir votre code gratuit. Mais vous y avez accès. Donc, ça sera pas bien long. Je vais me remettre en grand écran. Et voilà. C'est ce qui met fin à ma présentation assez exhaustive des actualités que je trouvais intéressantes cette semaine. Je m'excuse, ça a été un peu plus long que d'habitude. Mon review aussi du jeu a pris plus de temps. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Donc, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. N'hésitez pas aussi si vous avez des propositions. Par exemple, il y a des choses que vous aimeriez voir. Parce que moi, dans le fond, je fais ça parce que je trouve ça super le fun, mais je fais ça aussi pour vous. Donc, s'il y a des choses que vous aimeriez que je fasse, des choses que vous aimeriez voir, dans le fond, sur une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, il y en a qui me contactent déjà, puis je les remercie. Cette semaine, j'ai eu une suggestion pour une prochaine série vidéo. Donc, quand je vais finir mon top 9, en fait, je me lance là-dessus parce que la suggestion était tellement bonne que ça m'a vraiment inspirée. Donc, n'hésitez pas à en faire de même. Ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback. Puis sur ça, je vous souhaite une super belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.